À la morgue, un collier bon marché posé sur la poitrine d'un sans-abri a changé ma vie en une nuit. Comment cette petite photo m'a-t-elle conduite à une jeune fille qui disait « papa » à son père pour la dernière fois dans la rue la plus pauvre de la ville? Vous le découvrirez dans cette histoire. Restez avec nous jusqu'à la fin. C'était l'aube à l'hôpital. Le couloir ressemble maintenant à une église vide. Les lumières blanches projettent des ombres étranges sur le mur. La climatisation souffle de l'air très froid et même le tic-tac de l'horloge semble bruyant. Carlos Navarro, 29 ans, toujours vêtu de sa blouse, avec de profondes cernes sous les yeux, se couvre le visage de ses mains, le visage entre ses mains. Le service avait été difficile. L'unité de soins intensifs était pleine. Les gens pleuraient dans la salle d'accueil. Une infirmière était sur le point de s'évanouir d'épuisement. Il voulait juste un café chaud et 5 minutes pour s'asseoir avant de le recevoir. La porte de la morgue s'ouvre avec ce bruit sec de charnière. « Docteur !» dit l'aide-soignant en poussant le brancard métallique. Un autre est arrivé. Carlos prend une profonde inspiration. Il ne pose aucune question. Il sait déjà ce que cela signifie à cette heure-ci. Mort, froid. Il s'approche de la civière. Le drap blanc recouvre tout. Seuls les pieds raides et sans vie, avec leurs ongles violets, sont visibles. « Non ?» demande-t-il en saisissant le bloc-notes. L'aide-soignant hausse les épaules. « Je sais seulement qu'il venait des urgences. Il est arrivé en mauvais état. Il s'est arrêté en chemin. Personne n'était avec lui, » dit-il sans lever les yeux, comme s'il avait vu cela 1000 fois auparavant. Carlos lit l'écriture précipitée d'un autre médecin, âgé d'environ 70 ans, arrêt cardio-respiratoire, aucun document au moment des faits. Retrouvé plus tard, nom, Ernesto Delgado. Il le répète à voix basse. Ernesto Delgado, l'écho de sa propre voix dans la morgue lui semble étrange. Le nom de quelqu'un qui a vécu toute une vie, mais qui n'est plus maintenant qu'un corps froid sur une civière. A-t-il de la famille ? Demande Carlos presque automatiquement. D'après ce qu'ils ont dit à l'étage, personne n'est venu, personne n'a appelé, répond le brancardier. Tout est là, dans le dossier. Carlos passe son doigt sur les lignes. Personne accompagnatrice, vide. Contact familial, vide, vide. Cela le dérange plus qu'il ne voudrait l'admettre. Il signe le reçu pour le corps. Le papier tremble légèrement dans sa main, mélange de fatigue et de quelque chose qu'il ne sait pas nommer. « Laissez, je m'en occupe », dit l'aide-soignant. Il hoche simplement la tête, à moitié fatigué, et s'en va. La porte se referme, laissant place au silence et à la climatisation. Carlos tire lentement le drap, toujours avec respect. La peau de l'homme est fine et légèrement jaunie. Son visage est osseux, ses joues creuses, sa barbe mal entretenue, ses cheveux blancs ébouriffés. Sa bouche est légèrement ouverte, comme s'il voulait encore dire quelque chose qu'il n'a jamais dit. Ses yeux, désormais fermés, sont entourés de marques profondes, des rides qui ne sont pas seulement dues à l'âge, mais aussi à l'inquiétude, au soleil sur son visage, au travail acharné et au manque de sommeil. Ses mains attirent immédiatement l'attention, des mains fines couvertes de callosité et de vieilles coupures, des ongles courts, des mains qui ont utilisé des outils, des balais, des houes, des mains qui ont connu une vie difficile. Les vêtements sont sales, la vieille chemise est décolorée et déchirée près du bord. Le pantalon est simple, un peu ample, avec des taches que personne n'a pris la peine de laver. Les baskets semblent plus grandes que le pied. Les lacets sont effilochés. Carlos déglutit péniblement. « Don Ernesto », murmure-t-il d'une voix que personne d'autre n'entend. C'est ainsi qu'ils l'ont amené. Il regarde autour de lui. Personne ne répond. Bien sûr, la morgue n'est qu'un espace froid avec des carreaux blancs. Une odeur de produits de nettoyage mélangée à celle d'un vieil hôpital. Une petite table en métal, un évier, une armoire avec des gants, des blouses, des instruments. Et lui est l'homme au bloc-notes. Il lit un extrait du rapport d'admission. Il est arrivé confus, avec des difficultés respiratoires, suspicion de crise cardiaque. Il n'a pas de compagnon. Il dit qu'il vit seul. Il vit seul. Cette partie reste gravée dans son esprit comme une écharde. Il ajuste le drap, recouvre à nouveau le corps et reste debout plus longtemps que nécessaire, regardant simplement ce corps immobile. Dehors, quelqu'un fait tomber un plateau. On entend un bruit métallique, des excuses précipitées, un rire nerveux. Ici, rien. Juste le bruit de son propre cœur qui bat plus lentement que d'habitude. Il est mort seul, il est arrivé seul. Il sera enterré seul. Il pense tout haut, mais presque en chuchotant. Son visage fatigué se rapproche un peu plus de celui de l'homme. Il remarque une tache sombre près de la tempe, une coupure cicatrisée sur le sourcil, de petites marques sur la peau, comme s'il avait été exposé à beaucoup de soleil, beaucoup de pluie, beaucoup de vent.
C'est le genre de corps dont personne n'imaginerait qu'il a été autrefois celui d'un enfant qui courait, qui jouait, qui riait, jusqu'à en perdre le souffle. Il ne reste plus que la fin de l'histoire, réduite à quelques lignes froides dans le dossier. Un homme âgé, pauvre, sans personne pour l'accompagner, qui n'est plus. Il pense avec une douleur qui n'est pas professionnelle, mais humaine. Dehors, l'infirmière frappe légèrement à la porte et entre à moitié. « Docteur Carlos, tout va bien ? Vous avez besoin d'aide ?» Il lève la tête, comme s'il sortait d'une longue réflexion. « Oui, Anna, ne vous inquiétez pas, je vais juste ranger quelques affaires et j'arrive. » Elle observe rapidement la scène, remarque le corps de l'homme et baisse légèrement les yeux. « Vous êtes venu seul, n'est-ce pas ?» demande-t-elle, connaissant déjà la réponse. Il se contente d'acquiescer d'un « hum » faible et discret. Elle pousse un soupir. C'est triste. Elle ferme la porte, le laissant seul avec Ernesto. Carlos pose le bloc-notes sur la table, croise les bras et reste là, debout, à regarder le corps comme s'il essayait de voir au-delà. Qui était Ernesto? Où vivait-il? Que mangeait-il? Qu'est-ce qui lui faisait peur? Avait-il quelqu'un? Riait-il fort ou était-il calme? Aimait-il la musique, le football, les feuilletons? Aucune de ces réponses ne figure sur le papier. Il ressent quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de colère et de tristesse. De la colère en voyant que pour beaucoup, ce n'est qu'un corps de plus, un autre pauvre vieillard, une autre personne sans famille. De la tristesse parce que c'est exactement ce qu'il semble être. Personne n'a appelé, personne n'a demandé, personne n'est venu. Il passe lentement sa main sur le drap, le lissant, le arrangeant, comme si cela pouvait montrer un minimum de respect, d'attention. Carlos reprend le dossier et regarde l'heure du décès. C'était récent. Il imagine Ernesto il y a quelques heures, respirant difficilement, demandant peut-être de l'aide d'une voix faible. Il l'imagine essayant de dire quelque chose d'important, et personne ne le comprenant, ou personne n'ayant le temps de s'arrêter pour l'écouter. Quelqu'un le regrettera-t-il demain matin? Il le pense sans le dire, en regardant simplement ce visage immobile. Les doigts de Carlos commencent à se frotter nerveusement. Il regarde l'horloge accrochée au mur. Le temps passe de la même manière pour les vivants et les morts, mais la différence est cruelle. De l'autre côté du mur, il sait que beaucoup de gens se battent pour rester ici un jour de plus. Et ici, avec lui, se trouve un homme qui a perdu ce combat sans personne pour lui tenir la main. Il se mord l'intérieur de la joue, un geste qu'il fait depuis son adolescence lorsque quelque chose le touche profondément. « Personne ne devrait partir comme ça », dit-il, presque dans un murmure. Carlos enfile lentement ses gants en tirant soigneusement chaque doigt. Le bruit du latex qui s'étire semble encore plus fort dans cette morgue silencieuse. Il prend une profonde inspiration. Ce moment n'est jamais facile, mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Quelque chose qu'il ne peut expliquer, mais qu'il ressent sur sa peau comme un frisson qui vient sans raison. Il rapproche la civière de la lumière vive, règle la mise au point et commence à ouvrir la chemise du vieil homme pour procéder à l'examen. Le tissu usé se déchire légèrement lorsqu'il se sépare sur les côtés. Le bruit est faible, mais il lui fait mal aux oreilles, puis il le voit. Une étrange bosse près de la poitrine, quelque chose qui pousse le tissu sous la chemise comme si cela avait été caché là depuis longtemps. « Et » murmure-t-il en fronçant les sourcils. Du bout des doigts, il soulève lentement la chemise. Le tissu rugueux frotte contre le métal en dessous et émet un léger bruit, presque comme un tintement sourd sous la chemise. Une chaîne simple est attachée à un collier en forme de cœur. Le métal est bon marché, noirci sur les bords, rayé. Cela ne ressemble pas à un bijou, mais plutôt à l'un de ces souvenirs que personne n'enlève, même pour dormir. « Tu portais cela », murmure Carlos, comme s'il parlait à quelqu'un qui pouvait l'entendre. Il prend le cœur avec beaucoup de précaution, comme s'il était fragile. Le métal est froid, mais il semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. Le cœur s'ouvre, il est muni d'une petite charnière presque invisible, mais qui fonctionne quand on l'ouvre, et tout change à l'intérieur. Une petite photo, déjà jaunie sur les bords, pliée dans un coin. Une fillette d'environ 7 ans serrant dans ses bras le cou de l'homme qui se trouve maintenant là, immobile. Ils sourient tous les deux, un sourire si vivant qu'il fait mal de le voir dans un endroit aussi mort. Les cheveux de la fillette sont attachés en arrière avec 2 barrettes colorées. Ses dents de devant sont légèrement écartées, ce sourire typique d'une fille qui a déjà perdu une dent de lait. Elle serre son père dans ses bras comme si elle ne le lâcherait jamais. Et lui, Ernesto, sourit comme quelqu'un qui porte le monde dans sa poitrine. Carlos sent une boule dans sa gorge, une étrange chaleur monter de son estomac, comme si quelque chose en lui s'était réveillé d'un coup. « Mon Dieu !» dit-il doucement,
retournant le pendentif avec ses mains qui tremblent légèrement. Au dos, écrite à la main au stylo bleu, presque effacé maintenant, se trouvent les mots « Papa »,« Avec amour »,« Julieta ». L'écriture est celle d'une fille. Les lettres sont petites, certaines plus grandes que d'autres, un gribouillage pur et authentique. Carlos sent son cœur battre plus lentement, puis plus vite. C'est comme s'il avait reçu un coup de poing en plein dans la poitrine. Il ferme les yeux un instant, essayant de se calmer, mais sans vraiment y parvenir. Lorsqu'il les rouvre, il regarde à nouveau Ernesto, l'homme à la peau marquée, au visage fatigué et aux mains qui ont travaillé jusqu'à la fin. Ce même homme avait une fille qui écrivait « Papa » en lettres bancales et lui offrait de grands sourires lorsqu'elle le serrait dans ses bras. « Tu n'étais pas seul », dit-il en déglutissant péniblement. Il passe son pouce sur la photo avec précaution, presque comme une caresse. C'est étrange. Le corps est froid, la pièce est froide, mais la photo est chaude. Elle semble vivante, comme si elle renfermait un petit morceau d'amour qui n'était pas mort. Carlos ajuste le collier dans la paume de sa main et fixe la photo pendant un long moment. Il imagine la scène, un parc simple, peut-être avec la douce lumière du soleil caressant le visage de la jeune fille, Ernesto portant sa fille dans ses bras, le genre de moment que personne ne trouve spécial, mais tout lui revient alors. Il sent l'air coincé dans sa gorge, car là, sur cette photo, il y a quelque chose qu'il n'a jamais eu, quelque chose qui lui a toujours fait mal. Un père, une famille, un vrai câlin, et soudain, il se rend compte qu'il se parle à lui-même. « Qui es-tu, Jules ? Où es-tu maintenant ? Le sais-tu ? Te souviens-tu de ce jour-là » Le pendentif bouge sur la chaîne, émettant un léger bruit, un petit bruit, mais suffisant pour que Carlos ressente autre chose qu'il n'était pas prêt à ressentir. Un pincement de culpabilité. Il ne sait pas pourquoi, mais il a l'impression qu'ouvrir ce collier était plus qu'un simple geste, comme s'il avait pris quelque chose de sacré sur la poitrine d'Ernesto. Il referme lentement le cœur en métal avec un léger clic, puis pose sa main sur la poitrine de l'homme en silence. Un simple geste humain. Si vous étiez moi, ouvririez-vous ce collier ? Écrivez votre commentaire en une phrase. Je promets de m'en occuper, dit-il si doucement que cela ressemble à un secret. La lumière blanche est toujours froide, l'air est toujours glacial. Mais à l'intérieur de cette morgue, pendant un instant, il y a de la chaleur. Une chaleur qui vient d'un collier bon marché, d'une photo de travers, d'un nom écrit avec l'amour d'un enfant. Et Carlos sent, sans comprendre pourquoi, que ce petit cœur en métal va le toucher d'une manière qu'il ne peut encore imaginer. Carlos reste immobile, le collier toujours ouvert dans sa main, comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur de l'amphithéâtre. L'air froid lui frappe le visage, mais c'est comme s'il ne le sentait même pas. Il regarde la photo une fois de plus. La fille qui enlace le cou d'Ernesto, avec un grand sourire, les yeux fermés à force de rire. Le vieil homme, vivant, chaleureux, heureux. Puis il lève très lentement les yeux et regarde le corps désormais immobile sur la civière. C'est un choc étrange dans la photo. Trop de vie devant lui, un silence pur. La question surgit sans demander la permission, d'abord dans sa poitrine, puis se transformant en mots. S'il l'aimait tant, pourquoi est-il mort seul ? Il ne le dit pas à voix haute, mais la phrase résonne en lui comme si quelqu'un l'avait crié dans une salle vide. Les yeux de Carlos se durcissent un peu. Il sent quelque chose monter dans sa gorge comme s'il était sur le point de pleurer, mais cela ne sort pas encore. Il reste là, piégé, serré. Il regarde à nouveau le visage du vieil homme. « Que vous est-il arrivé, monsieur ?» murmure-t-il, presque comme un soupir. Où étaient les personnes sur la photo ? Il ne voit plus seulement un patient. Il voit un père, un homme qui était autrefois serré dans les bras d'une petite fille souriante qui avait écrit « À mon papa, avec tout mon amour ». Et puis, sans le vouloir, il commence à se voir là, pas dans le corps, mais dans le vide. Carlos sent un vieux poids se réveiller, un poids qu'il porte depuis aussi longtemps qu'il se souvienne. Orphelin depuis son plus jeune âge, il ne se souvient pas des câlins de sa mère. Il ne se souvient pas de l'odeur du café préparé par son père, ni des rires autour d'une table remplie de monde. Il n'a aucun souvenir de fête d'anniversaire avec des gâteaux et des câlins. Ce dont il se souvient, c'est d'un lit de bébé en fer dans une grande pièce, des pleurs des autres enfants mêlés aux siens, d'un plafond qui s'écaille et d'une religieuse fatiguée qui essayait de s'occuper de tout le monde. Il se souvient avoir dormi en regardant vers le haut, imaginant un visage qu'il ne connaissait pas. Peut-être que je ressemble à mon père ou à ma mère. Personne ne pouvait le lui dire. Il n'avait jamais eu une seule photo, alors que les autres enfants de l'orphelinat recevaient parfois une vieille boîte, un jouet usagé, une photo froissée d'un parent éloigné. Lui n'avait rien. Il était juste Carlos, sans nom de famille, sans histoire racontée par qui que ce soit.
Il serre le collier plus fort. Ce cœur en métal contient plus qu'une photo. Il contient la preuve de quelque chose qu'il a toujours voulu. Quelqu'un qui appartient à quelqu'un, un père qui a une fille que l'on appelle « mon papa », avec fierté, et il n'a jamais eu personne à appeler « mien ». Au fond de lui, il y a toujours un petit Carlos, un garçon d'environ 7 ans, assis sur un lit en fer, serrant un mince oreiller dans ses bras, regardant par la fenêtre de l'orphelinat la nuit, se demandant si quelque part, quelqu'un pensait à lui. Il déglutit péniblement. La boule dans sa gorge se resserre. S'il avait eu cette fille, murmure-t-il en regardant à nouveau la photo. Pourquoi personne n'est venu avec lui? Pourquoi n'y avait-il personne là-haut pour lui tenir la main? La question fait mal, car elle ne concerne pas seulement Ernesto. Elle le concerne aussi. Vais-je mourir comme ça un jour, sur une civière froide, avec un médecin fatigué qui consulte son dossier et personne qui ne s'intéresse à moi? Il se sent en colère quand il pense à cela et il chasse cette idée avec un profond soupir, mais le sentiment persiste. Il essaie de se ressaisir, ajuste son masque, prend une profonde inspiration. Le travail doit continuer, il le sait. Il y a un protocole, un planning, un rapport à rédiger. Il ferme soigneusement le fermoir, dont le clic semble plus fort qu'il ne devrait l'être. Il place la chaîne sur la poitrine d'Ernesto, mais l'objet semble peser 10 kilos dans sa main. Un collier aussi simple ne devrait pas peser autant. Il retire sa main, puis la replace. Il ne peut pas s'éloigner. Ses yeux scrutent les détails du corps, les marques, les veines saillantes, la peau fine. Et il s'arrête à nouveau sur les mains couvertes de callosité, les mains de papa qui tenaient, les mains d'un enfant qui empêchait les chutes, qui séchait les larmes, qui mettait de la nourriture sur la table sans savoir comment il allait payer. Des mains qui n'existent plus, mais qui ont autrefois tout signifié pour quelqu'un. La poitrine de Carlos se serre à nouveau. Quelqu'un aimait cet homme. La phrase lui vient, complète, claire. Il ferme les yeux et sent ses cils s'humidifier, même si aucune larme ne coule encore. Quelqu'un aimait cet homme. Cela ne ressemble pas à une simple idée. Cela ressemble à une vérité qui le frappe en pleine poitrine comme un marteau. Il rouvre les yeux et tient le collier à 2 mains, comme s'il avait peur de le laisser tomber. Si quelqu'un aimait Ernesto, pourquoi s'est-il retrouvé là, seul, dans le silence, sans aucun visage familier à ses côtés? Se pourrait-il que cette fille savait que son père était ici? Se pourrait-il qu'elle soit dans une autre ville? Se pourrait-il qu'elle soit malade? Se pourrait-il qu'elle n'ait pas assez d'argent pour venir? Et si cette fille était la seule personne au monde qui se souciait de lui? Et si elle était tout ce qu'il avait? Et s'il était tout ce qu'elle avait? Et si elle était sa seule fille? Où est-elle? Cette question lui vient à l'esprit comme un coup de poignard. Elle reste là, ferme, le tourmentant. Il essaie de se concentrer sur l'opération. Il redresse la lampe, ajuste sa blouse et rapproche le chariot à instrument. Il respire profondément, mais cela ne l'aide pas. Sa main, qui devrait être ferme, tremble légèrement. Le collier, au lieu d'être oublié dans un coin, semble attirer son regard en permanence. Chaque fois qu'il regarde la poitrine d'Ernesto, c'est le faible reflet du métal qui attire son attention. S'il l'aimait tant, pourquoi est-il mort seul? Il sent cette phrase le frapper en plein cœur, comme si quelqu'un la lui répétait, et avec cela, une autre image apparaît dans son esprit. Il se voit enfant, assis sur les marches de l'orphelinat, regardant un couple arriver pour rencontrer les enfants, tous bien habillés, les cheveux bien coiffés, portant des vêtements légèrement plus beaux, chacun essayant d'attirer l'attention à sa manière. L'un chantait, un autre montrait un dessin, un autre restait calme et bien élevé. Il se souvient de ce sentiment, de son cœur qui battait la chamade, de l'espoir insensé que quelqu'un le regarde et lui dise « c'est lui », mais il passe devant lui comme s'il était invisible. Il ferme les yeux comme pour effacer ce souvenir, mais cela ne fonctionne pas. Cela ne fait que le rendre plus clair. Là, dans cet amphithéâtre, tenant le col d'un vieil inconnu, il ressent à nouveau ce qu'il ressentait quand il était enfant. La peur de n'appartenir à personne, de n'être le propre de personne. Seulement maintenant, cette peur est mêlée à autre chose. La rage de voir quelqu'un qui était clairement aimé autrefois finir ainsi, abandonné, étiqueté, laissé derrière aux petites heures du matin. Il force son corps à bouger, fait un pas sur le côté, prend un plateau, revient, essaie de se concentrer sur ce qu'il doit faire, sur les gestes qu'il connaît déjà par cœur. Mais c'est comme si le collier était collé à sa paume, attirant son attention encore et encore. « Ce n'est pas normal », murmure-t-il. Le silence lui répond par le tic-tac de l'horloge accrochée au mur, qui résonne de plus en plus fort à chaque seconde.
lui rappelant que le temps a passé pour le vieux Ernesto et continue de passer pour ceux qui sont encore là. La poitrine de Carlos n'est pas seulement émue, elle est physiquement oppressée, comme si quelqu'un avait placé un poids juste au-dessus de son cœur. Il ferme les yeux pendant quelques secondes, cherchant un peu de calme dans l'obscurité de ses paupières closes. Il revoit la photo de la fille avec son père, il voit leur sourire, il voit le soleil sur leur visage, il voit leur étreinte serrée, et si elle était sa fille unique, où est-elle? Quand il ouvre les yeux, la scène est la même, lumière blanche, carrelage blanc, corps immobiles, collier en forme de cœur, mais à l'intérieur, plus rien n'est pareil. Il ne peut pas traiter Ernesto comme tout le monde. Il ne peut pas continuer automatiquement comme dans tant d'autres cas. Il y a quelque chose qui l'en empêche. Et ce quelque chose est exactement ce qui manque dans sa propre histoire. Un lien, une connexion, un amour si réel qu'il ne tient pas sur un formulaire d'hôpital. Carlos prend une autre profonde inspiration. L'air entre, mais il ne fait pas disparaître le malaise. Au contraire, il semble l'amplifier. Il regarde le vieil homme, regarde le collier, regarde la photo, regarde les mains marquées, et l'angoisse continue. Elle ne disparaît pas, elle ne diminue pas. Carlos quitte lentement la morgue, tenant toujours le collier fermé dans sa main comme s'il transportait quelque chose de vivant à l'intérieur. Il ne s'en rend pas compte, mais il serre le métal si fort que la chaîne laisse une marque sur son gant. Le couloir est presque vide, il n'y a qu'une infirmière endormie qui remplit des papiers et un gardien qui bâille près de la porte. À chaque pas, c'est comme si quelque chose le retenait, comme si le corps du vieil homme l'appelait, insistant sans rien dire. Il arrive à la réception. La jeune fille au comptoir, les cheveux attachés en un chignon de travers, le regarde avec un visage qui dit qu'elle connaît déjà la réponse. « Docteur, personne n'est venu, n'est-ce pas ?» Il se contente d'acquiescer d'un signe de tête. Le mouvement est minime, mais il lui fait mal. Rien. Aucun appel. Il insiste, même s'il sait qu'elle l'aurait prévenu s'il y avait eu quoi que ce soit. « Rien, docteur, » dit-elle d'un ton triste. Pas une seule question, pas un seul parent, pas un seul ami, rien du tout. Carlos passe la main dans ses cheveux fatigués. La lumière vive de la salle d'attente n'aide pas. Elle rend tout plus difficile, plus froid. « Puis-je voir le système ?» demande-t-il, un peu surpris. Mais elle lui tend l'ordinateur. « Bien sûr, mais vous avez déjà tout vérifié. Il n'y a aucune trace d'une famille active, » répond-il, déjà assis et ouvrant le dossier en ligne. Elle épelle le nom lentement, comme si chaque lettre pesait lourdement. Ernesto Delgado. Le système charge et charge, émettant ce bruit agaçant qu'il fait toujours. Puis d'anciennes données apparaissent, presque effacées par le temps. Une adresse, juste une adresse. Une simple maison enregistrée pour la dernière fois il y a des années dans un quartier pauvre d'une région isolée, un de ces endroits où le bus ne passe qu'une fois par heure, si tant est qu'il passe. Carlos se penche vers l'écran, comme si cela pouvait lui donner plus de détails. Le système affiche une photo très ancienne et floue, une rue étroite, des maisons bancales, un mur écaillé, un chien qui traverse à l'arrière-plan. Rien qui indique une famille, rien qui indique une vie, mais c'est la seule piste dont dispose la fille à l'accueil. Elle la regarde depuis le comptoir, curieuse, et va chercher quelqu'un. « Docteur ?» demande-t-elle prudemment, comme si elle avait peur de s'impliquer. Carlos prend une profonde inspiration avant de répondre. Cet homme ne pouvait pas être seul, pas avec ce collier. Il ouvre la main et montre le cœur en métal. Il avait une fille, une petite fille. Quelqu'un l'aimait, quelqu'un doit savoir ce qui s'est passé. La réceptionniste regarde le collier, les yeux légèrement remplis de larmes. « Pauvre petite fille, dit-elle. Elle a dû beaucoup souffrir. » Il referme le collier avec ce clic qui lui transperce déjà la poitrine. « Je dois la trouver, » dit-il fermement, mais sa voix est pleine d'émotion. La jeune fille fronce les sourcils, mais est-ce le milieu de la nuit ? « Docteur, je sais, » répond-il en se levant de sa chaise, « mais si je ne pars pas maintenant, je ne pourrai pas dormir. » Il quitte la réception d'un pas rapide, presque précipité. Il ne peut penser à rien d'autre. Il ne peut imaginer commencer l'autopsie alors que cette question continue de lui trotter dans la tête. S'il avait une fille, où est-elle ? Le parking est gelé. Le vent lui fouette le visage et ouvre son manteau. Il ouvre la voiture, jette le tableau de côté et s'assoit au volant. Avant de démarrer le moteur, il attrape à nouveau le collier, là, à l'intérieur de la voiture. Il se dit doucement « Aide-moi à la trouver, Ernesto. » C'est tout. Il démarre le moteur. La ville à l'aube est différente. Des rues vides, des feux de signalisation clignotant en jaune, de longues ombres projetées par les arbres, des bâtiments endormis et une lune qui semble le suivre à travers la vitre. À chaque pâté de maison, il regarde le collier qu'il a laissé sur le siège. On dirait que le pendentif regarde lui aussi la route. La direction le mène hors du centre,
dans des avenues sombres, dans des rues qui se rétrécissent à travers des quartiers qui semblent plus simples, plus anciens, plus oubliés. Après environ 20 minutes, il entre dans une zone de rues étroites avec des lampadaires cassés et des maisons collées les unes aux autres, certaines fenêtres avec des couvertures suspendues, d'autres avec une faible lumière bleue provenant d'un téléviseur, d'autres encore dans l'obscurité totale. Carlos ralentit, vérifie le numéro de rue écrit au stylo sur le papier du système. Il ne peut pas trop s'y fier. Peut-être est-il erroné, peut-être n'existe-t-il même plus, mais il suit un pneu qui tombe dans un nid de poule et manque de faire tomber le collier du siège. Il l'attrape en l'air. « Calme-toi mon pote », murmure-t-il en le remettant en place. Le GPS l'avertit qu'il est sur le point d'atteindre sa destination sur la droite. Mais cela ne ressemble pas à une destination, cela ressemble à un lieu complètement abandonné. Puis, il la voit, une rue très étroite, 2 maisons avec de la peinture écaillée et un portail tordu, exactement comme sur la vieille photo. Il arrête la voiture, coupe le moteur, le silence de la rue est si grand qu'il peut entendre un chien respirer au loin. Une moto passe lentement, sans se presser. Une vieille radio diffuse une chanson romantique dans la maison de quelqu'un. Le reste n'est que pur vent. Carlos attrape le collier, ouvre la porte et sort. Le sol est recouvert de terre mélangée à du ciment brisé. Il marche lentement dans la petite rue, sentant l'air lourd, comme si cet endroit renfermait de nombreuses histoires, et ne laissait aucune d'entre elles s'échapper. Les numéros des maisons sont écrits à la main, chacun étant différent. Il cherche le 1, le 2, le 3, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le numéro correspond. La maison d'Ernesto, ou la maison de quelqu'un qui devait aimer Ernesto. La maison où cette fille souriante a peut-être vécu un jour. Il reste debout devant la porte pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'il ressent. C'est un mélange de nervosité, de tristesse, d'espoir et de peur. Mais il prend d'une profonde inspiration et frappe à la porte, d'abord légèrement, puis une deuxième fois. Personne ne répond. Il frappe à nouveau, plus fort, et colle son oreille contre le bois. Silence. Carlos passe sa main sur son visage. Le vent souffle plus froidement maintenant. Il regarde le porte-bonheur dans sa main, la photo, le sourire de la fille. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelqu'un ici, murmure-t-il. Il s'approche de la fenêtre à côté de la porte. Le verre est opaque, mais il peut voir une faible lumière à l'intérieur, comme si c'était une bougie ou une ampoule très ancienne. Il retourne à la porte et frappe plus fort cette fois, en disant « Bonjour, il y a quelqu'un ? J'ai besoin de vous parler. C'est à propos d'Ernesto, Ernesto Delgado. » Il prononce à peine le nom. Quelque chose se fait entendre à l'intérieur de la maison. Un pas rapide, peut-être une chaise qu'on traîne, peut-être quelqu'un qui retient son souffle. Carlos recule d'un pas, le cœur battant à tout rompre. La poignée tourne et la porte commence à s'ouvrir très lentement dans un grincement qui lui fait l'effet d'un nœud qui se défait dans sa poitrine. À l'intérieur de la maison, quelqu'un a entendu le nom d'Ernesto. La porte grince lentement, comme si elle avait peur de s'ouvrir trop largement. La faible lumière à l'intérieur de la maison laisse la silhouette de la femme presque dans l'ombre. Mais lorsqu'elle lève le visage, Carlos voit tout d'un coup des yeux enfoncés, fatigués, gonflés, comme ceux de quelqu'un qui porte en lui une vieille tristesse, des cheveux attachés à la hâte, des vêtements simples tachés de farine. On dirait qu'elle vient de quitter son travail ou qu'elle revient d'une mauvaise journée. « Bonsoir », dit Carlos d'une voix respectueuse et basse, sans faire un pas en avant. La femme appuie la porte contre son corps, comme si elle avait besoin de s'y accrocher pour ne pas tomber. Elle regarde sa robe de chambre, regardait le collier dans sa main, et son monde semble s'arrêter là, à cet instant précis. « Toi, Julieta ?» demande-t-il. La femme déglutit péniblement. Le nom la frappe comme si quelqu'un avait mis le feu à sa peau. « C'est moi », répond-elle, presque dans un murmure. Carlos sent sa poitrine se serrer. Il tient fermement le collier, sans le montrer pour l'instant. « Je suis venu pour son père, monsieur Ernesto », dit-il simplement, et elle ferme les yeux au même moment, comme si quelqu'un avait appuyé sur une plaie ouverte. Elle agrippe alors la porte à 2 mains, le souffle coupé. « Il est mort ?» demande-t-elle, essoufflée, sans force, sans être prête. La phrase sort si faiblement qu'elle semble se briser en deux. Carlos sent le sol se dérober sous ses pieds. Il n'a jamais aimé annoncer de mauvaises nouvelles, mais celle-ci pèse différemment. Malheureusement, oui, dit-il simplement, sincèrement. La femme porte la main à sa bouche. Aucune larme ne coule encore, mais les sanglots sont là, montant, étouffant sa voix. Elle secoue lentement la tête, regardant le sol. Je savais que ça allait arriver, murmure-t-elle d'une voix rauque,
presque comme une petite fille. Elle ouvre complètement la porte, comme si elle avait besoin d'air, et Carlos voit la maison simple, une vieille table, 2 chaises bancales, une casserole sur la cuisinière, l'odeur de la pâte à empanada, les murs écaillés. Il ne manque rien, juste une vie difficile. Elle recule d'un pas et s'appuie contre le mur, cherchant un soutien. « Il est venu parler de moi », demande-t-il, comme si c'était son dernier espoir. Carlos prend une profonde inspiration, mais ne lui montre toujours pas la photo. Quelque chose lui dit que ce n'est pas le moment. Elle a d'abord besoin de parler, de libérer ce qui la bloque. Elle respire difficilement et passe ses mains sur son visage. « J'ai appris qu'il l'avait emmené à l'hôpital », dit-elle avec honte en le regardant. Une voisine a vu l'ambulance et a dit qu'il était en mauvais état, en très mauvais état. Carlos écoute en silence, sentant que s'il parle maintenant, il va briser quelque chose. Carlos continue, mais sa voix se brise. Elle n'avait pas d'argent pour le camion, ni pour acheter des médicaments, ni pour quoi que ce soit. Les larmes commencent à couler, une à une, lentement. J'ai pensé à y aller quand même, mais bon sang, docteur, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Elle serre ses bras avec ses mains, se serrant contre elle comme si elle voulait se cacher à l'intérieur d'elle-même. J'allais arriver et dire bonjour, je suis ta fille, mais je ne peux même pas payer ton cercueil si tu meurs. Elle laisse échapper un petit rire brisé qui n'est pas drôle du tout. Je meurs de honte, docteur. Je suis trop pauvre. Pauvre d'une manière qui fait mal. Carlos sent un coup dans la poitrine. Il la voit là, si petite, si ratatinée, et l'injustice de la situation le brûle de l'intérieur. Elle essaie d'essuyer ses larmes, mais d'autres coulent à leur place. « Je me tenais à la porte de la maison, la main sur la poignée, dit-elle en fixant le vide. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Je ne suis pas partie. Je n'ai pas pu. Je suis restée là comme une lâche. » Elle serre les yeux très fort, comme si elle voulait arrêter de pleurer, mais sa voix tremble encore plus. « J'ai laissé mon père mourir seul, docteur. Seul, dit-elle en couvrant sa bouche de sa main pour étouffer ses sanglots. Carlos sent son estomac se retourner. Lui qui essaie toujours d'être fort, il sent son visage s'échauffer. Il imagine Ernesto sur la civière, puis il imagine cette femme ici, essayant de rassembler des pièces pour aller le voir. Il imagine la culpabilité qui la ronge de l'intérieur, qui la dévore, qui la fait souffrir. Il fait un pas en avant, très lentement, sans envahir son espace. « Écoutez, dit-il doucement, ne parlez pas comme ça. » Elle secoue la tête. « C'est vrai, docteur, » insiste-t-elle, les épaules tremblantes. « C'est vrai, je suis pauvre, je n'avais nulle part où aller, je ne pouvais pas l'aider, je l'ai laissé tomber, mais si je n'y étais pas allé, quelqu'un d'autre aurait dû l'enterrer. » Carlos déglutit péniblement, la gorge serrée. « Vous n'avez pas échoué, dit-il, mais sa voix est faible, presque un murmure. C'est la vie qui les a laissés tomber. » Julieta se couvre le visage de ses mains et pleure. Elle pleure d'une manière qui n'est ni jolie, ni calme, ni silencieuse. C'est un cri brut, celui de quelqu'un qui porte en lui une vieille culpabilité. La faim, l'épuisement, la peur et l'amour, tout cela mélangé. Carlos sent ses yeux brûler. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment réconforter quelqu'un qui croit ne pas mériter d'être réconforté. Et pendant un instant, il ressent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti aussi fortement auparavant. L'impuissance. Le médecin respecté et qualifié n'a pas pu empêcher la mort de son père. Il n'a pas pu l'emmener à l'hôpital. Il n'a rien pu faire pour soulager sa douleur. Il prend une profonde inspiration pour garder une voix calme. « Je suis là, » dit-il lentement, car personne ne mérite de pleurer seul quelqu'un qu'il aimait. Elle lève ses yeux rouges et gonflés, demandant presque pardon, ce qu'elle ne peut même pas s'accorder à elle-même, et Carlos sent dans sa poitrine qu'à partir de cet instant, rien en lui ne sera plus jamais pareil. Julieta prend une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais elle tremble encore. Elle fait un geste de la main comme pour inviter Carlos à entrer. Il hésite un instant par respect, mais entre. La maison est petite et sombre, mais confortable à sa manière. Elle sent la pâte frite, la farine et une vie difficile. Dans un coin se trouve un vieux poêle, et sur la table, un torchon étendu sur lequel sèchent des empanadas. Tout est très modeste, tout est rempli de silence. Elle passe nerveusement la main dans ses cheveux. « Désolée pour le désordre, je suis toujours pressée, » dit-elle, la voix brisée. « Je travaille tard. » Carlos secoue la tête. « Vous n'avez pas à vous excuser, » répond-il. « Je veux juste comprendre, c'est tout. » Elle ferme les yeux, prend une profonde inspiration et se dirige vers un petit placard en bois usé. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, cachée derrière de vieux pots, se trouve une boîte en carton, écrasée sur les côtés et attachée avec un ruban rouge presque décoloré. Julieta tient la boîte à deux mains,
comme si elle était trop fragile pour supporter le moindre mouvement brusque. « C'est tout ce qui me reste de mon père », dit-elle à voix basse. « Tout, vraiment tout. » Elle pose la boîte sur la table. Elle s'assoit. Carlos s'assoit aussi lentement, sans la quitter des yeux, avec un calme qui fait mal. Julieta défait le ruban. La boîte s'ouvre. L'odeur du vieux papier stocké pendant des années emplit l'air. « Il gardait ça comme si c'était de l'or », dit-elle en fouillant à l'intérieur. Les premières choses qu'elle sort sont des lettres pliées, certaines tachées, d'autres déchirées. Elle en tend une à Carlos avec des mains tremblantes. « Il m'écrivait », explique-t-elle. « Quand j'étais petite, je vivais avec ma grand-mère et il travaillait loin. Il travaillait beaucoup. Il ne venait jamais, mais il m'envoyait toujours des lettres. » Carlos ouvre lentement une lettre. L'écriture est bancale et tremblante, comme celle de quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié. « Ma petite fille, papa t'aime très fort. » La lettre est coupée en deux, comme si Ernesto s'était arrêté pour retenir ses larmes. Julieta passe son doigt sur la lettre comme pour caresser un souvenir. « Il travaillait à tout. Docteur, » dit-elle avec une fierté triste. « Aide-maçon. Il ramassait des canettes, n'importe quoi pour m'envoyer de l'argent. Il était toujours fatigué, trop fatigué. Mais il disait toujours la même chose quand il pouvait venir me voir. « Ma fille, tu es ma fierté et ma joie. » Sa voix se brise à la fin, puis elle sort un dessin d'une fille faite au crayon de couleur. Une petite maison bancale, un énorme soleil et deux personnes qui se tiennent la main, une petite fille et un homme mince qui sourit. « J'ai fait ça quand j'avais 6 ans, dit-il en riant tristement. Il l'a gardé. Je ne me souvenais même pas de ce dessin. Carlos regarde attentivement le dessin. Les couleurs sont fanées, mais la joie est intense. Il sent un nœud dans son estomac. « Il t'aimait », dit Carlos sans s'en rendre compte. Julieta baisse les yeux. « Il m'aimait, mais moi, je ne lui ai pas donné ce qu'il méritait. »« Eh » murmure Carlos, « tu lui as donné ce que tu avais. Parfois, c'est tout ce qu'on peut donner. » Elle ne répond pas. Elle prend simplement le dernier objet dans la boîte, la photo originale, celle qui se trouvait dans le collier. Et là, entre ses mains, la photo semble encore plus vivante. Elle tend la photo à Carlos. « Ce jour-là, dit-elle avec un sourire triste, a été le seul jour heureux dont je me souvienne clairement. » La photo les montre tous les deux dans un parc, avec des arbres en arrière-plan, le soleil brillant sur leurs visages. La petite fille Julieta serre son père dans ses bras, riant de tout son cœur. Il est plus jeune, plus fort, et regarde l'appareil photo avec une fierté qui semble jaillir de la photo. « Nous n'avions pas d'argent pour quoi que ce soit, poursuit-elle. Mais ce jour-là, il avait économisé des pièces pendant des semaines pour m'emmener au parc et m'acheter une glace, une seule, que nous avons partagée tous les deux. » Elle rit doucement, essuyant une larme. Je me souviens qu'il m'avait dit « Aujourd'hui, ma fille va manger une glace. » Sa voix se brise complètement. Carlos tient la photo pendant quelques secondes. Elle pèse presque autant que le collier. Il regarde Ern sur l'image. Regardez ce sourire simple, sincère et plein d'amour. Un sourire que personne n'aurait s'il ne possédait pas une richesse qui ne tient pas dans sa poche. Carlos prend une profonde inspiration, essayant de comprendre ce qu'il ressent, mais il n'y parvient pas. Quelque chose en lui se brise, quelque chose s'ouvre, quelque chose fait mal et réconforte à la fois. Il regarde Julieta et, de la voix la plus sincère qu'il ait jamais utilisée de sa vie, dit « Il était pauvre, c'est vrai. » Carlos prend une profonde inspiration et sa voix devient plus ferme. « Mais il était millionnaire dans ce qui compte vraiment. » Julieta lève les yeux, surprise, les yeux encore humides. « Je t'aimais plus que tout. » Elle pose sa main sur sa poitrine. « Tu avais ce que beaucoup de gens riches n'ont jamais, l'amour véritable. L'amour qui ne finit jamais, l'amour qui reste. » Julieta pleure, non pas des larmes de désespoir comme auparavant, mais des larmes différentes, des larmes qui soulagent, qui purifient, qui ramènent de la lumière. « Il m'aimait, n'est-ce pas ?» demande-t-elle d'une voix très faible, comme une petite fille. Carlos tient la photo tendrement et la lui rend. Il t'aimait beaucoup. Le sourire qu'il a sur cette photo, il la montre du doigt. Cela vaut plus que toute fortune et c'était uniquement à toi. Elle serre la photo contre sa poitrine, tremblante mais d'une bonne manière, comme quelqu'un qui, même dans la douleur, trouve un peu de paix. Et là, dans cette cuisine simple, avec une boîte de souvenirs sur la table, la vérité qui se cachait derrière le sourire sur la photo, elle trouve enfin un endroit où respirer. Carlos reste silencieux pendant quelques secondes après avoir vu la photo serrée contre la poitrine de Julieta. L'atmosphère dans la maison est lourde, mais en même temps, il y a là quelque chose qui semble sacré, un amour qui fait mal. Il prend une profonde inspiration, passe sa main sur son visage et la regarde attentivement. Julieta dit lentement « Je suis de service aujourd'hui. Ton père est toujours là, à l'hôpital, à la morgue. » Elle reste figée sur place. Elle demande avec crainte « Oui ?» Il confirme. « Et je voulais t'emmener le voir,
pour faire quelque chose d'honorable, quelque chose qui le rendrait fier. Il ne mérite pas de partir comme s'il n'était personne. Elle baisse les yeux, ses doigts agrippant le bord de la photo. « Docteur, je n'ai même pas assez d'argent pour le camion, » dit-elle, honteuse. Il secoue la tête. « Je ne parle pas du camion. Je parle de t'emmener avec moi. Je te conduirai. Nous partirons tout de suite, puis je vous ramènerai. » Il marque une pause. « Vous ne devriez pas partir sans lui dire au revoir. » Elle déglutit. La peur et le désir se livrent bataille en elle. « J'ai peur de le voir dans cet état, » avoue-t-elle à voix basse. Carlos desserre sa cravate comme si cela pouvait alléger le poids qui lui oppresse la poitrine. « Tu as connu la peur toute ta vie, n'est-ce pas ?» dit-il avec un sourire triste. « Mais le regret est bien pire, crois-moi. » Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes. Elle regarde la boîte, les lettres, la photo, puis le regarde. « Tu es sûr que cela ne te dérange pas ? Ce qui me dérange, c'est de te laisser seule à nouveau, » répond-il directement, sincèrement. « Et je ne veux pas être une personne de plus qui te tourne le dos. » Julieta prend une profonde inspiration, essuie ses larmes du revers de la main et hoche légèrement la tête. « Alors je vais partir, dit-elle, presque dans un murmure. Elle remet les lettres dans la boîte, les rangeant avec amour comme si elle rangeait un cœur. Elle prend la photo originale et, les mains tremblantes, ouvre un petit tiroir à côté du poêle. Elle en sort le même collier en forme de cœur, dont le fermoir est légèrement cassé. Carlos ouvre les yeux, surpris. C'est le même collier que celui qui se trouvait sur la poitrine d'Ernesto. « Il le portait tous les jours, » dit-elle en le lui montrant. « J'ai gardé celui-ci, c'est le même. C'est le seul beau cadeau qu'il m'ait jamais offert dans ma vie. » Elle ouvre le médaillon. À l'intérieur se trouve la même photo, mais recadrée différemment cette fois-ci. Elle est seule sur la photo, avec une petite flèche dessinée dessus et les mots « Ma vie » écrits par Ernesto. Carlos sent sa poitrine se serrer à nouveau. Julieta met le collier et le ferme lentement, comme si elle rassemblait son courage. « Partons avant que je change d'avis, » murmure-t-elle. Ils sortent. La rue est encore sombre et silencieuse, avec l'odeur de la nuit et de la pluie qui ne vient jamais. Carlos lui ouvre la portière de la voiture. Elle monte lentement, comme si elle entrait dans un endroit inconnu. Il se retourne, s'assoit au volant, démarre le moteur et le tableau de bord s'illumine. La radio commence presque à jouer, mais il l'éteint immédiatement. Il n'y a pas de place pour la musique ici. Pendant quelques secondes, personne ne dit rien. La voiture se met en route. Le monde extérieur défile lentement derrière la vitre. Des lampadaires clignotants, un chien à la recherche de déchets, une femme qui ferme son portail, un bar qui baisse presque ses rideaux, tandis qu'à l'intérieur, le silence pèse lourdement, alors que Julieta saisit le collier de sa main forte, comme si c'était la main de son père, serrant le pendentif si fort que ses doigts blanchissent. Si vous nous accompagnez dans ce voyage, éclairons un peu les lumières avec un « j'aime ». Ses doigts serrent le pendentif si fort qu'ils deviennent blancs. Carlos le remarque, lui jette un coup d'œil, puis regarde à nouveau devant lui. Il veut dire quelque chose, n'importe quoi. Un « je suis désolé », un « tout ira bien », un « je suis là », mais rien ne semble suffisant. Tout semble vide dans sa tête, alors il décide de rester silencieux lui aussi. Ils roulent tous les deux en silence, mais la voiture est loin d'être vide. L'air est rempli des pensées qui occupent l'esprit de Julieta. Des images défilent. Son père arrivant en sueur avec un sac de pain à la main, ses tongs cassés qui claquent sur le sol, son rire lorsqu'elle courait lui montrer un dessin de travers quand elle était enfant, puis la dernière fois qu'elle l'a vu en bonne santé, puis le jour où elle a appris qu'il était hospitalisé et que ce n'était pas de sa faute. Elle se mord la lèvre et serre le collier plus fort. « Pardonne-moi, papa », pense-t-elle silencieusement au volant. Carlos est lui aussi loin, retournant à son enfance à l'orphelinat, à cette rangée de lits, aux nuits où il restait éveillé, à se demander si quelque part dans le monde, son père ou sa mère étaient eux aussi seuls à l'hôpital. Il imagine un instant ce que cela aurait été si quelqu'un était venu lui dire « J'ai trouvé ton père. Veux-tu lui dire au revoir ? Personne n'est venu. Personne ne l'a trouvé. Personne n'est venu. » C'est peut-être pour cela qu'il est là maintenant, conduisant au milieu de la nuit dans une ville presque déserte, emmenant sa pauvre fille dire au revoir à son pauvre père, comme s'il essayait en quelque sorte de réparer quelque chose qu'il n'avait jamais pu réparer dans sa propre histoire. Le bruit du moteur est le seul son qui se fait entendre. Les clignotants éclairent parfois le visage de Julieta, révélant des larmes qui continuent de couler même si elle ne pleure pas. Elle ouvre la bouche une fois comme pour parler, puis elle se ravise. Ils partagent le même silence, le même vide, la même peur de perdre pour toujours quelque chose qui fait déjà tellement mal.
Au bout d'un moment, Carlos rompt le silence, mais sans regarder Julieta. Elle lève le visage, s'essuyant le nez avec la main. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé à l'hôpital, » dit Tom lentement. « Mais je te promets, » il serre le volant, « je te promets qu'au moins ses adieux seront dignes. Tu vas faire quelque chose qui le rendra fier de toi. » Il marque une pause. « Tu acceptes de rester à ses côtés jusqu'à la fin. » Ses yeux se remplissent à nouveau de larmes. « J'aurais dû être à ses côtés tout ce temps, » dit-elle avec culpabilité. « Mais maintenant, je ne vais pas partir, même si mon cœur me bat à tout rompre. » Carlos hoche la tête, incapable de cacher son émotion. « Alors, allons jusqu'au bout, » répond-il. À partir de là, il ne parle plus. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout ce qui devait être dit a déjà été dit. Le reste n'est que sentiment. La voiture s'engage dans l'avenue qui mène à l'hôpital. Alors que les lumières de l'hôpital se rapprochent, abonnez-vous si vous souhaitez suivre ces histoires. Activez également la cloche. Les lumières blanches du bâtiment apparaissent au loin comme un navire géant au milieu de l'obscurité. Julieta déglutit péniblement. Ses mains sont moites. Elle les essuie sur son pantalon, mais saisit à nouveau le collier, comme si le fait de tenir ce cœur en métal pouvait lui permettre de garder son père auprès d'elle un peu plus longtemps. La voiture s'arrête. Carlos coupe le moteur, prend une profonde inspiration et la regarde. « Si tu veux, on peut faire demi-tour », lui propose-t-il, lui donnant une dernière chance de se rétracter. Elle secoue fermement la tête, bien que celle-ci soit remplie de larmes. « Je ne vais pas changer d'avis, docteur. Je me suis enfui une fois. Je ne vais pas le refaire. » Il est fier d'elle, même s'il ne le dit pas. Ils sortent de la voiture et entrent dans l'hôpital. L'atmosphère change soudainement. L'odeur des médicaments et des produits de nettoyage puissants, les pas rapides, les gens qui parlent à voix basse, mais tout cela est loin, sur le chemin qui mène à la morgue. C'est un autre monde. Le couloir est froid et étroit, avec des lumières trop blanches. Chaque pas résonne sur le sol comme s'il pesait plus lourd. Julieta marche lentement, trébuchant presque à cause de sa nervosité. Parfois, elle ferme les yeux pendant une seconde, respire et continue. Carlos marche à ses côtés. Il ne la touche pas, mais sa présence est un soutien silencieux. Lorsqu'ils atteignent la porte de la morgue, il s'arrête. « Tu es prête ?» demande-t-il. Elle laisse échapper un rire douloureux et sans humour. « José, » dit-elle, « sans mais je ne serai jamais prête, alors allons-y. » Il comprend et hoche la tête, posant sa main sur la poignée métallique froide et la poussant pour l'ouvrir. La même froideur, la même lumière, la même forte odeur de propreté mêlée à quelque chose que personne ne veut nommer. Un employé range des papiers et un autre déplace une civière. Carlos se contente de hocher la tête. « Donnez-nous 1 minute, s'il vous plaît », demande-t-il respectueusement. Ils comprennent tous les deux immédiatement. Ils connaissent ce regard. Ils partent sans rien dire. La porte se referme presque complètement, les laissant tous les trois là. Lui, elle et le corps d'Ernesto. La civière est recouverte d'un drap blanc jusqu'à la poitrine. Carlos fait un petit pas en avant, comme pour protéger Julieta, mais elle avance d'un pas, les jambes tremblantes, les mains aussi. Il est là. Il demande, même s'il connaît déjà la réponse. « Oui », répond-il encore, Carlos, d'une voix basse. « Si tu veux, je vais baisser le drap lentement. »« Oui », acquiesce-t-elle en se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. « Oui ». Il prend une profonde inspiration, saisit le coin du drap et, avec toute la délicatesse du monde, dévoile le visage d'Ernesto. Le temps s'arrête. Julieta cesse de respirer. Le monde disparaît. Le visage est le même que sur la photo, mais sans le sourire, sans la chaleur, sans la lumière dans les yeux. Elle fait un pas en avant comme si elle allait tomber, mais parvient à se stabiliser. Elle tend lentement la main. Au début, elle a peur de le toucher, puis elle touche doucement son front froid. « Zapapa », murmure-t-elle d'une voix brisée. « C'est moi, ta Julieta. » Le mot « papa » sort chargé d'années de manque, d'attente, de tristesse, de culpabilité. Carlos recule d'un pas sans réfléchir. Ce moment n'est pas le sien, c'est le leur. Julieta passe sa main sur le visage de son père, touchant les rides comme pour essayer de le réveiller. « Pardonne-moi, papa », pleure-t-elle, incapable de s'arrêter. « Pardonne-moi, j'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. » Des larmes tombent sur la poitrine du vieil homme, mouillant une petite partie du drap. « Je ne suis pas allée te voir à l'hôpital. » Elle continue de sangloter. « Je ne suis pas venue parce que je suis pauvre, papa. Parce que je n'avais pas d'argent pour quoi que ce soit, ni pour le bus, ni pour les médicaments, ni pour le cercueil. Je mourais de honte. J'avais peur que tu me voies et que tu vois un pur échec. » Elle pose son front sur le sien, comme si elle voulait apporter un peu d'elle-même avec lui. « Mais je t'aime, » répète-t-elle sans cesse.
je t'aime, je t'ai toujours aimé, tu étais tout ce que j'avais, tu étais mon père, ma mère, mon ami, tout. » Carlos observe de loin, le cœur lourd, chacun de ces mots le frappant comme un coup, car d'une certaine manière, il sait ce que c'est que de crier « papa » dans un vide qui ne répond pas. Il s'appuie contre le mur, croise les bras, mais il ne ressemble pas à un médecin, il ressemble à un homme qui essaie de ne pas pleurer. Julieta tient le visage d'Ernesto entre ses deux mains. « Je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais, » dit-elle à travers ses larmes. « Je sais que tu as travaillé jusqu'à l'épuisement. Je sais que tu as souffert de la faim pour que je puisse manger. Je sais, papa, je sais. Pardonne-moi de ne pas avoir été là pour ton dernier jour, mais laisse-moi rester ici un moment, comme si j'étais arrivé à temps. » Ses sanglots remplissant la pièce, chacun ressemblant à un cri étouffé. Carlos sent ses yeux brûler. Il ne peut plus se contenter de regarder. Il s'approche lentement, parlant doucement et prudemment. « Je vais vous laisser seul, » dit-il en se retournant pour partir. « Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Personne ne te pressera. » Elle se contente d'acquiescer, incapable de le voir. Il fait signe à personne d'entrer et reste devant la porte, tout près, si près qu'il est comme à l'intérieur. Depuis le couloir, il entend leurs murmures, leurs mots entrecoupés, leur « je suis désolé », son papa, c'est « je t'aime ». Chaque fois que les pleurs s'intensifient, c'est comme si quelqu'un lui serrait la poitrine avec sa main. Il ferme les yeux et laisse involontairement couler une larme, car à ce moment-là, en regardant à travers la fente de la porte, en voyant une pauvre fille dire au revoir à son pauvre père, Carlos sent qu'il ne voit pas seulement la douleur de Julieta, mais aussi sa propre douleur, et il voit chaque larme qui coule sur le visage d'Ernesto comme si c'était les larmes qu'il n'avait jamais pu laisser couler sur le visage d'aucun père. Les funérailles avaient été simples. De la terre rouge, quelques petites couronnes, une demi-douzaine de personnes qui ne savaient même pas qui était Ernesto, des gens du quartier, le voisin d'à côté, cet homme qui disait toujours bonjour à la petite épicerie. Pas de cercueil coûteux, pas de musique, pas de beaux discours. Mais même si c'était simple, il y avait quelque chose de différent. Personne ne l'avait laissé être enterré comme un corps non réclamé. Il avait un nom, il avait une histoire, il avait une fille. Et maintenant, quelqu'un avait tout payé en silence, sans dire un mot. Lorsque la dernière pelletée de terre fut jetée, le fossoyeur plaça la croix en bois sur laquelle était gravé le nom Ernesto. Les lettres étaient un peu tremblantes, mais suffisamment fermes pour affirmer qu'il avait existé. Julieta se tenait là, regardant cette croix, comme si c'était le visage de son père. Ses yeux étaient secs, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle n'avait plus de larmes. Elle avait tellement pleuré, intérieurement et extérieurement, qu'il ne lui restait plus qu'une profonde fatigue. Le ciel était nuageux, le vent soufflait doucement, agitant ses cheveux et la robe de Carlos. Il y avait une odeur de terre humide et de fleurs bon marché, celle que l'on achète à la hâte pour que le trou ne soit pas vide. Les gens partaient peu à peu. Un voisin lui donna une tape maladroite sur l'épaule. « Allez, ma fille, c'était un homme bien », dit-il, ne sachant quoi dire d'autre. Une femme passa, se signant et murmurant une prière. Un autre se contenta de s'incliner et partit. Bientôt, il ne resta plus que le fossoyeur, rangeant ses outils. Julieta et Carlos se tenaient à proximité, ne sachant pas s'ils devaient s'approcher ou lui laisser de l'espace. Elle fixait le monticule de terre comme si elle s'attendait à ce que son père se lève, rit et dise « Je plaisante, ma chérie, je suis là. » Mais cela n'arriva pas. Carlos la regarda de côté, vit ses petites épaules, sa main agrippant le collier sur sa poitrine, ses lèvres qu'elle mordait pour les empêcher de trembler. Il ressentit un grand besoin de dire quelque chose, mais tout semblait insignifiant devant ce trou devant eux et le trou à l'intérieur d'elle. Il prit une profonde inspiration. « Nous pouvons partir quand tu veux », dit-il doucement. Elle mit quelques secondes à répondre. Ce n'est qu'alors qu'elle tourna légèrement la tête, sans retirer sa main de sa poitrine. « Je peux rester encore un peu ?» demanda-t-elle. Elle acquiesça. « Aussi longtemps que tu veux », répondit-elle. Ils restèrent là quelques minutes de plus dans un silence total, seulement rompu par le bruit lointain d'une pelle et d'un oiseau, jusqu'à ce que Julieta pousse un profond soupir, comme si elle était sur le point de s'effondrer. « Saïd, si je reste plus longtemps, je ne partirai jamais d'ici, » dit-elle d'une voix rauque. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, et regarda la croix pour la dernière fois ce jour-là. « Au revoir, papa », murmura-t-elle. « Repose en paix, s'il te plaît. » Ils marchèrent de côte à côte vers la sortie du cimetière, à pas lents, le sol inégal, leurs chaussures s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Quand ils arrivèrent à la porte, Carlos fit un signe de tête vers le parking. « Ma voiture est là, je te ramène à la maison. »
Elle se contenta d'acquiescer. Elle était en pilote automatique, marchant parce qu'il marchait, s'arrêtant quand il s'arrêtait. De retour dans la voiture, le silence régnait, mais c'était un silence différent de celui de l'allée. Avant, c'était la peur. Maintenant, c'était un mélange d'épuisement et d'un vide qu'elle ne savait pas encore comment combler. Elle regardait par la fenêtre, le regard perdu, observant tout défiler sans vraiment rien voir. Les arbres, les camions, les panneaux, tout était flou. Carlos, au volant, regardait lui aussi devant lui, mais son esprit était loin. Il pensait au prix du cercueil, au paiement qu'il avait effectué sans hésiter, au regard que lui avait lancé la femme des pompes funèbres ce matin-là. « Tu es sûr de vouloir prendre en charge les frais ?» lui avait-elle demandé. « Oui », avait-il répondu fermement, sans explication. Maintenant, sur le chemin du retour, la question de la femme des pompes funèbres résonnait différemment en lui. Il était sûr, oui, mais pourquoi sentait-il ce « pourquoi » grandir? Il savait qu'à un moment donné, quelqu'un allait lui poser la question, et ce moment arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu lorsque la voiture tourna dans la rue simple où vivait Giulietta. Il ralentit, se gara lentement et coupa le moteur. Le silence à l'intérieur de la voiture devint plus intense sans le bruit du moteur. Elle resta quelques secondes sans bouger, sans ouvrir la porte. Elle regarda devant elle, prit une profonde inspiration, resserra son collier, puis tourna lentement son visage vers lui. Ses yeux étaient encore rouges, mais ils avaient désormais une sorte de clarté. « Docteur », dit-elle doucement. « répondit-il en se tournant vers elle. Elle déglutit comme si les mots lui pesaient trop lourdement. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-elle finalement. Sa voix était simple, mais elle cachait beaucoup de choses. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de retenir les larmes qui voulaient de revenir. « Vous avez payé le cercueil. Les funérailles ont eu lieu avec moi à la morgue. Il m'a amené, il m'a emmené. » Elle continua à serrer les doigts. « Vous ne me connaissez même pas, et vous ne connaissiez pas bien mon père. Pourquoi ?» La question resta en suspens, comme si toute la voiture attendait la réponse. Carlos sentit sa poitrine se serrer. Il savait que cette question n'était pas seulement par curiosité. Elle était plus profonde, presque comme si elle disait « Pourquoi nous avez-vous vus alors que personne ne nous voit jamais ?» Il regarda devant lui pendant une seconde, comme s'il cherchait des mots sur le pare-brise, puis tourna son visage vers elle. Ses yeux étaient également un peu humides, mais il n'essaya même pas de le cacher. Giulietta commença lentement. « Je l'ai fait parce que je donnerais tout, vraiment tout, pour avoir quelqu'un qui me voit comme vous avez vu votre père aujourd'hui. » Elle ouvrit légèrement les yeux, surprise. Il continua, la voix brisée malgré lui. « Je n'ai jamais eu cela. Je n'ai jamais eu de père à enterrer. Je n'ai jamais eu quelqu'un à appeler papa et à tenir la main en lui disant au revoir. Je n'ai jamais eu de croix avec un nom qui était mon sang. Rien. » Il sourit tristement quand je t'ai vu embrasser ce corps, lui demander pardon, l'appeler papa, lui dire que tu l'aimais. Je me suis dit que j'aurais tout donné pour vivre ça, ne serait-ce qu'un seul jour. Elle le regarda, sous le choc. Pour la première fois, elle le voyait non seulement comme un médecin, mais aussi comme un homme blessé. Elle prit une profonde inspiration et sa voix devint encore plus sincère. Et je suis sûr, absolument sûr, qu'il a tout fait pour toi. Même s'il était fatigué, même s'il était pauvre, même s'il n'avait rien. Je l'ai vu dans les lettres, dans la photo, dans le collier. Je l'ai vu dans la façon dont vous avez pleuré sur lui. Tout le monde peut penser qu'il n'avait rien, mais j'ai vu un homme riche, riche de la seule chose qui compte ici. Elle a touché sa poitrine, et je ne pouvais pas laisser un homme comme lui gisant dans un coin, pas après tout ce que j'avais ressenti là-bas. Les yeux de Giulietta se remplirent immédiatement de larmes, et une grosse larme lourde roula lentement sur sa joue. « Tu as fait cela pour lui, et aussi pour toi-même ?» demanda-t-elle dans un murmure. Il eut un de ces demi-sourires qui font plus mal qu'ils ne procurent de joie. « Je pense que je l'ai fait pour nous trois, » dit-il sans détour. « Pour lui, qui méritait le respect. Pour toi, qui méritait de lui dire au revoir. Et pour cet enfant ici, dit-il en touchant doucement sa poitrine, qui a toujours rêvé de voir un père aimé comme tu aimes le tien. » Elle porta la main à sa bouche, émue. Cette fois, ses larmes n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, elles exprimaient aussi de la reconnaissance, de la gratitude, quelque chose de nouveau. « Merci », parvint-elle à dire à travers ses larmes. « Merci du fond du cœur. Personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour moi et mon père. Jamais. » Carlos secoua la tête comme si ce n'était pas grand-chose. « Ne me remerciez pas, » répondit-il doucement. « Si quelqu'un m'a donné quelque chose aujourd'hui, c'est vous deux. » Giulietta fronça les sourcils, perplexe. « Nous vous avons donné quoi ?» Il la regarda dans les yeux. «
Vous m'avez montré comment on peut regarder quelqu'un avec autant d'amour, même si cela fait très mal. » Il dit que cela n'avait pas de prix. Elle détourna le regard, essayant de se contrôler, mais les larmes coulaient plus librement. Elle ouvrit la portière de la voiture avec précaution, serrant toujours le collier dans sa main. Avant de sortir, elle se retourna vers lui. Le docteur l'appela. « Oui, oui, si un jour vous vous sentez très seul, » dit-elle d'une voix tremblante. « Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous n'étiez pas seulement le médecin de mon père, vous faisiez partie de notre famille. » Oui, il déglutit. Cela toucha une corde sensible en lui que personne n'avait jamais touchée auparavant. Il ne put que répondre par un signe de tête et un murmure. Giulietta sortit de la voiture et marcha lentement vers sa porte d'entrée. Avant d'entrer, elle se retourna pour regarder la voiture garée pendant une seconde. Il pensa qu'elle allait dire quelque chose, mais elle se contenta de toucher le collier comme pour faire une promesse silencieuse et entra. Carlos resta seul dans la voiture, les mains sur le volant, le cœur rempli de sentiments difficiles à démêler, mais une chose était claire pour lui. Sa question « Pourquoi avez-vous fait cela ?» avait non seulement changé sa façon de voir ses funérailles, mais aussi la façon dont il se voyait lui-même. Dans les jours qui suivirent les funérailles, la vie ne redevint normale pour aucun d'eux. C'était impossible. Quelque chose avait changé en eux, et rien ne s'emboîtait plus comme avant. Giulietta retourna au travail, mais pas de la même manière. Les empanadas continuaient à sortir du four, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle pliait la pâte. Parfois, sans s'en rendre compte, elle se parlait à elle-même, disant « Papa » très doucement, comme si son père était assis là, sur la chaise vide, dans la cuisine. Carlos, quant à lui, essayait de se plonger dans la routine de l'hôpital, mais cela ne fonctionnait pas. Le bruit des moniteurs, l'odeur des produits de nettoyage, le poids des gardes, tout semblait insignifiant comparé à l'image d'elle tenant le visage de son père et disant « Papa » entre deux sanglots. Il portait son travail sur ses épaules, mais aussi un autre poids sur sa poitrine. 2 jours après les funérailles, à la fin de son service, il se retrouva devant la même rue où il était allé la chercher tôt ce matin-là. Il n'avait pas prévu d'y aller, il y est simplement allé. Il portait un petit bouquet de fleurs blanches, les plus simples qu'il avait pu trouver près de l'hôpital, et un sac de pain frais. Il ne savait même pas s'il devait le faire, si c'était acceptable, mais il sentait qu'il devait faire quelque chose. Lorsqu'il frappa à la porte, son cœur battait à tout rompre. La porte s'ouvrit. Giulietta apparut, vêtue d'un tablier taché de farine et les cheveux attachés avec un crayon. L'expression fatiguée quitta son visage pendant 1 seconde lorsqu'elle le vit. « Docteur » demanda-t-elle avec surprise. « Que faites-vous ici ?» Carlos leva la main avec les fleurs, se sentant un peu nerveux. « J'ai apporté ça » dit-il, presque en bégayant. « Je me suis dit que ça pourrait peut-être rendre votre semaine un peu moins difficile. » Elle regarda les fleurs avec une douce surprise, comme si on ne lui avait jamais offert quelque chose de semblable auparavant. « Vous n'auriez pas dû » murmura-t-elle, mais un sourire timide apparut au coin de sa bouche. « Mais merci. » Il lui tendit également le sac de pain. « Je me suis arrêté à la boulangerie. J'ai pensé à vous. Vous aviez l'air fatigué. » Puis il ajouta rapidement. « Je ne veux pas dire que vous avez l'air fatigué. Enfin, si, mais dans le bon sens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. » Giulietta eut un petit rire. Le premier depuis la mort de son père. « Je comprends, docteur, » dit-elle en secouant la tête. Il resta debout dans l'embrasure de la porte, attendant qu'elle lui dise d'entrer ou lui souhaite le bonsoir. Mais elle resta là, tenant les fleurs comme si elle ne voulait pas qu'il parte. « Vous voulez entrer un moment ?» demanda-t-elle finalement en ouvrant un peu plus la porte. Il entra. Une odeur de pâte et d'oignons frits emplissait l'air. Elle mit les fleurs dans un verre d'eau car elle n'avait pas de vase. Il posa le sac de pain sur la table et resta debout, ne sachant pas s'il devait s'asseoir ou rester debout. Giulietta remarqua son hésitation et lui indiqua la chaise. « Asseyez-vous, vous avez l'air fatigué. » Il sourit ironiquement. « Je suis toujours fatigué, docteur, n'est-ce pas ?» dit-elle en ajustant sa chaise. « Oui, » répondit-il en prenant une profonde inspiration. « Mais ces derniers temps, c'est une fatigue différente, une fatigue étrange. » Elle l'observa pendant quelques secondes. Ses yeux avaient ce regard calme qui en dit plus long que les mots. « Pourquoi êtes-vous venu, docteur ?» demanda-t-elle directement, mais sans dureté. Il déglutit. La vérité sortit avant le filtre, car je ne voulais pas que vous passiez ces jours seuls. Elle ouvrit les yeux, surprise, et aussi parce qu'il ajouta « Vous m'avez manqué. Je voulais savoir comment vous alliez. » Giulietta baissa les yeux, touchant le collier autour de son cou. « Je vais bien, » dit-elle sincèrement. « Un jour est triste, un autre est pire, mais je vais bien. » Carlos marqua une pause réfléchie. « Moi aussi, je vais bien, » répondit-il. À partir de ce jour-là, elle leva les yeux.
La mort de mon père t'a autant affecté? Sa mort et sa vie, corrigea Carlos calmement. Et toi, Julieta? Elle ne dit rien. Ce n'était pas un compliment facile, ce n'était pas du flirt, c'était la vérité telle qu'elle était. Elle détourna le regard vers les fleurs. Le silence qui suivit n'était pas désagréable, il était paisible. C'était un silence rempli de quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Les jours suivants, il revint plusieurs fois, parfois juste pour laisser du pain chaud, parfois pour prendre de ses nouvelles, parfois pour l'écouter parler de son père, et parfois juste pour être là, sans rien dire. Lors de sa 3e visite, il est arrivé avec un petit vase contenant une fleur jaune pour apporter un peu de lumière dans la maison, a-t-elle dit. Elle a souri si sincèrement qu'il a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de beau. Lors de sa 4e visite, il l'a écouté se plaindre des factures en retard, des nuits blanches et de la peur de ne pas pouvoir continuer sans son père. Il a écouté, il a juste écouté, et ce silence en disait plus long que 1000 conseils. Lors de sa 5e visite, il apporta à nouveau du pain. « Vous aimez vraiment autant le pain ?» plaisanta-t-elle. Il sourit. « Mais j'aime vous voir sourire quand je vous en apporte. » Elle rougit et baissa la tête. Il sourit, à moitié perdu, à moitié trouvant cela trop beau. Et il s'assit sur la chaise de sa cuisine, avec l'odeur des empanadas et la radio qui jouait doucement. Elle leva la tête et demanda « Docteur, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, » répondit-il. Elle jouait nerveusement avec son collier. « Vous n'avez personne ?» Le silence qui suivit les fit souffrir tous les deux. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Non, » dit-il sincèrement. « Je n'avais que la médecine. » Il fit une pause. « Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Elle leva lentement les yeux et ils restèrent là, debout, à se regarder comme si, sans s'en rendre compte, quelque chose avait commencé à naître entre eux, lentement, silencieusement, mais véritablement. Et c'est dans cette cuisine toute simple, dans ce beau silence, que la première petite graine, timide mais pleine de vie, avait germé. Une semaine plus tard, le soleil n'était même pas encore levé, lorsque Carlos gara sa voiture devant la maison de Julieta. La rue était calme, plongée dans ce silence matinal qui semble exiger le calme. Il resta là un moment à regarder la porte simple, ressentant cette nervosité idiote dans son estomac qu'il ne comprenait pas mais qui apparaissait toujours chaque fois qu'il s'approchait d'elle. Il frappa doucement à la porte. 2 secondes plus tard, elle ouvrit. Julieta avait les cheveux tirés en arrière de manière désordonnée. Son tablier était taché de farine et elle sentait les aliments frais. Mais malgré tout, elle avait quelque chose de différent. Ses yeux semblaient moins fatigués, comme si le petit matin ne lui avait pas pesé autant que les autres jours. « Bonjour », dit-il, un peu timidement, en passant la main dans ses cheveux. Elle lui adressa un petit sourire sincère. « Bonjour, docteur. Je suis venu voir comment vous alliez, » expliqua-t-il, même s'il savait qu'elle avait déjà compris ce qui se passait. « Je viens de faire des empanadas. » L'odeur qui émanait de la cuisine le submergea presque. C'était une odeur chaleureuse et accueillante, mi-sucrée, mi-salée. Elle sentait comme chez soi quelque chose qu'il n'avait jamais connu. « Des empanadas ?» demanda-t-il, presque en riant. « À cette heure-ci ?» Elle haussa les épaules. « Je me réveille tôt. J'aime mettre la main à la pâte. » Puis elle prit une petite assiette et y déposa une empanada fraîchement préparée. La vapeur s'éleva dans l'air. « Tenez, goûtez. » Carlos prit l'assiette avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de très précieux, et c'était peut-être le cas. Il prit une bouchée. La pâte croustillante fit un bruit léger. La garniture chaude emplit sa bouche de saveur. Il ferma les yeux un instant, comme s'il avait besoin de graver ce moment dans sa mémoire. Lorsqu'il les rouvrit, il arborait un sourire sincère, simple et pur. Un sourire qu'il n'avait pas affiché depuis de nombreuses années. « Mon Dieu !» dit-il en riant, la bouche pleine. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des mois. Julieta éclata d'un rire léger et riche qui semblait ouvrir les fenêtres de son âme. « Alors tu manges très mal !» le taquina-t-elle en lui tapotant le bras du bout des doigts. « Ce n'est pas ça !» répondit-il en souriant toujours. « C'est juste que ça a le goût, je ne sais pas. De l'attention, tu vois. » Il devint timide lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de dire, mais il était trop tard. Elle baissa les yeux, embarrassée, mais lui adressa un sourire si beau qu'il effaça un instant toute la douleur des derniers jours. « Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un parler ainsi, » avoua-t-elle. « Je ne me souviens même plus de la dernière fois. » Ici, ici. Il prit une profonde inspiration, la regardant comme s'il découvrait quelque chose de nouveau, juste devant lui. « Tu mérites d'entendre cela plus souvent, » dit-elle simplement et sincèrement. Elle leva les yeux, le regard fixé sur lui. «
Cette fois, il n'y avait pas de larmes, pas de culpabilité, pas de poids, seulement de la lumière. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Non pas un silence triste ou vide, mais un silence magnifique, celui qui relie deux personnes sans qu'il soit nécessaire de dire quoi que ce soit d'autre. Carlos se rendit compte qu'il la regardait trop fixement et détourna les yeux en riant de lui-même. « Si j'avais su que tes empanadas étaient comme ça, je serais venu plus tôt », plaisanta Julieta en faisant une grimace. « Oh, c'est donc ça qui manquait, une empanada miraculeuse ?»« Peut-être, » dit-il en riant. « Peut-être que c'était ça. » Elle se rapprocha un peu, lentement, comme pour tester l'espace qui les séparait. « Chan, docteur, pouvez-vous me le dire ?» Carlos la corrigea sans perdre son sourire. « Carlos » répéta-t-elle, comme si elle aimait la sonorité de ce nom. « Merci. » Il fronça les sourcils. « Pourquoi ? Pour ça, » dit-elle en désignant l'espace entre eux. « Ce moment, ce souffle. Je n'avais pas souri comme ça depuis avant que mon père tombe malade. Je pensais que je ne savais même plus comment faire. » Carlos sentit son cœur battre un peu plus vite, pas de cette manière douloureuse des jours précédents, mais d'une autre manière, une manière qui lui réchauffait le ventre. « Je n'ai pas souri comme ça depuis longtemps non plus, » avoua-t-il. Ils se tenaient là, face à face, avec une assiette d'empanadas entre eux, comme deux personnes qui avaient été blessées par la vie, mais qui, sans s'en rendre compte, se réconciliaient lentement. Pour la première fois depuis le jour où ils s'étaient rencontrés au milieu de la nuit, il n'y avait plus de tristesse entre eux, plus de culpabilité, plus de douleur, seulement un sourire et un autre sourire, et une chaleur simple, discrète mais vraie, un commencement, une graine petite mais vivante. Ils se regardèrent, et dans ce regard, pour la première fois, il n'y avait plus d'ombre de deuil entre eux. Il y avait de l'espace, il y avait de l'air, il y avait un avenir. Les mois passèrent, des mois de matins parfumés à la pâte fraîche, des mois de longues conversations dans la petite cuisine, des mois de visites rapides qui se transformaient toujours en heures, des mois de rires timides et de regards qui duraient un peu plus longtemps qu'ils ne le devraient, de silences qui ne faisaient plus mal. Ils avaient déjà trouvé leur façon d'être ensemble, rien d'exagéré, rien de dit, mais si naturel qu'il semblait que le monde avait toujours été ainsi. Carlos frappait déjà à la porte sans être nerveux. Julieta l'ouvrait sans se coiffer. Ils se connaissaient déjà dans les moindres détails, la façon dont il se mordait la lèvre quand il était excité, la façon dont elle enroulait son collier autour de son doigt quand elle était nerveuse, et ensemble, ils avaient réappris à respirer lors d'un de ces dimanches après-midi où le soleil était doux, la brise légère et où flottait l'odeur de la ville au repos. Carlos s'arrêtait chez elle pour l'emmener dans une petite place simple du quartier. Il s'asseyait sur un vieux banc en bois confortable sous un grand arbre. Les enfants jouaient, les vendeurs criaient « popcorn » et un chien paresseux dormait à côté du stand de jus de canne à sucre. Julieta avait les cheveux détachés et riait à une blague idiote de Carlos, sans se rendre compte qu'il la regardait avec une telle affection qu'il ne se savait même pas capable de ressentir. Un garçon passa en vendant des porte-clés et des breloques. Julieta rit lorsqu'elle en vit un en forme de cœur, exactement comme le mien, dit-elle, en touchant le vieux collier qu'elle portait toujours, celui que son père lui avait offert. Carlos sourit. Oui, exactement comme celui-là. Sans qu'il s'en rende compte, elle appela le vendeur et acheta 2 petites breloques. Elle paya avec des pièces et les mit dans son sac. Le lendemain, elle appela Carlos. « Tu peux passer plus tard ? Je veux te montrer quelque chose. » Il est venu quand elle l'a appelé dans la maison. Il a remarqué qu'elle était plus nerveuse que d'habitude. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu cette lueur dans ses yeux, cette lueur ferme et déterminée. « Assieds-toi un moment », lui a-t-il demandé. Il s'est assis à la table où ils avaient eu tant de conversations. Julieta prit une profonde inspiration, fouilla dans son sac et en sortit un petit paquet. C'était un simple morceau de papier, soigneusement plié, rien d'extraordinaire, rien de coûteux, mais fait avec amour. « C'est pour toi », dit-elle en poussant le paquet vers lui. Carlos fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Pour moi ? Ouvre-le avec précaution, s'il te plaît. » Il lâcha les coins du papier. Ce qu'il découvrit à l'intérieur lui coupa le souffle pendant quelques secondes. C'était un nouveau pendentif, un cœur en métal identique à celui que son père lui avait offert, simple, peu coûteux, mais chargé de sens. Il ouvrit le pendentif avec précaution. À l'intérieur se trouvait une photo de deux. Julieta était assise sur un banc dans un parc, riant spontanément. Carlos était à côté d'elle, regardant l'appareil photo avec un sourire timide mais magnifique. Ils étaient ensemble, côte à côte, sans douleur ni deuil entre eux, seulement de la lumière.
Sa main trembla légèrement. Quand Giulietta vit cela, elle parla d'une voix plus douce qu'il ne lui avait jamais entendue. « J'ai pris cette photo le jour où nous étions au parc. Tu te souviens quand je t'ai demandé… » Carlos leva lentement les yeux, la regardant comme s'il voyait quelque chose de bien plus grand que l'objet qu'il tenait dans sa main. Elle continuait à déglutir. « Mon père disait toujours qu'il était millionnaire grâce à moi. Je ne comprenais pas à l'époque. Je pensais que c'était une blague de mon père fatigué. Il souriait avec des yeux brillants, mais maintenant je comprends. Il avait quelqu'un. Il avait l'amour, et cela rend riche, même si l'on n'a pas un seul centime en poche. » Elle prit une profonde inspiration avec courage. « Il était millionnaire, docteur. Il m'avait moi. » Elle fit un pas vers lui et toucha le pendentif du bout des doigts. « Et maintenant, je pense que je suis riche moi aussi. » Le cœur de Carlos faillit s'arrêter. Il déglutit, la voix coincée dans la gorge. Il ressentait tellement de choses que cela lui faisait mal, mais en même temps, cela le guérissait. Giulietta dit d'une voix basse mais pleine de vérité. « Je prends une grande inspiration. J'étais pauvre jusqu'à il y a quelques mois. Pauvre en tout. Famille, affection, câlin. » Il regarda le pendentif, puis ses yeux. « Et maintenant, je suis l'homme le plus riche du monde. » Elle sourit d'une manière qu'il n'oublierait jamais. « Parce que tu sais ce qu'est l'amour ?» demanda-t-elle doucement. Carlos acquiesça, les yeux remplis de larmes. « Parce que pour la première fois de ma vie, je sais que je ne suis plus seul. » Giulietta appuya doucement son front contre le sien. Ils restèrent là, tout près l'un de l'autre, respirant le même air, le même instant, le même miracle. Et dans ce petit collier en métal bon marché, battait un secret qu'aucun argent au monde ne pouvait acheter. L'amour né du deuil, et qui avait appris à deux cœurs auparavant, vide, combien 2 années pouvaient valoir. 2 années qui passèrent comme lorsque l'on allume une bougie, et que, sans s'en rendre compte, elle est déjà à moitié consumée. 2 années pleines de réparation, de guérison, de peur, de rire. 2 années de 2 vies autrefois vides, fusionnant l'une dans l'autre. Le pauvre village où vivait Giulietta ne semblait plus aussi terne. Leur maison avait désormais des fleurs à la fenêtre et sentait le pain chaud presque tous les jours. Carlos rentrait de l'hôpital fatigué, mais jamais seul. Et Giulietta, qui dormait autrefois en serrant son oreiller dans ses bras, dormait désormais avec sa main entrelacée dans la sienne. Le deuil était devenu quelque chose de différent. Il n'avait pas disparu, mais il avait pris racine, il était devenu le sol sur lequel ils marchaient ensemble. Et maintenant, ils étaient là, devant l'autel, dans une église simple, avec des bancs qui craquaient, des enfants qui couraient, le vent qui entrait par la porte latérale et faisait bouger son voile, des fleurs bon marché mais fraîches, et un groupe de personnes du quartier qui n'avaient même pas été invitées correctement mais qui étaient venues quand même parce que c'était trop beau pour être ignoré. Carlos se tenait devant elle, respirant rapidement et le cœur battant si fort qu'on pouvait l'entendre. Jules, elle était belle, simple, sans exagération, sans luxe, mais belle d'une manière qui faisait mal parce que c'était si réel. Lorsque le prêtre demanda les vœux, Carlos prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'émotion pure. Il plongea la main dans la poche de sa veste et sortit ce qu'il avait porté avec lui tous les jours depuis le premier mois passé à ses côtés. Le collier d'Ernesto, le même collier qu'ils avaient trouvé sur le coffre froid de cet homme oublié. Le même collier qui avait tout changé, le même collier qui avait bouleversé sa vie. Carlos tenait le pendentif entre ses doigts, la chaîne bougeant, brillant à la lumière de l'église. Giulietta porta la main à sa bouche. Elle ne s'y attendait pas, et ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Carlos la regarda, et pour la première fois, sa voix fut ferme, chaleureuse, pleine d'une émotion qui venait du plus profond de lui-même. Tout le monde pensait qu'Ernesto avait commencé avec une voix brisée, qu'il n'était qu'une pauvre âme parmi d'autres. Toute l'église se tut, mais il avait la chose la plus importante. Il avait l'amour. Carlos continua à regarder le collier comme s'il renfermait une partie de son propre destin. Il avait Giulietta, et cela faisait de lui l'homme le plus riche que j'ai jamais connu. Giulietta pleurait déjà doucement, magnifiquement, pleine d'émotion. Carlos poursuivit « Dieu l'a mis sur mon chemin, même après son départ. Il a pris une profonde inspiration, et sans que je m'y attende, il m'a laissé un héritage. Il leva le collier et le plus grand trésor d'Ernesto. » Les yeux de Carlos rencontrèrent ceux de Giulietta, et là, dans ce silence, on pouvait sentir le poids de la douleur qui devenait apaisement, l'absence qui devenait présence, le vide qui devenait vie. « J'honorerai cet homme pour toujours, dit-il d'une voix ferme mais tremblante, car il m'a montré ce qu'est le véritable amour, et je promets devant Dieu que j'aimerai cette femme chaque jour de ma vie. » Giulietta se couvrit le visage de ses mains et pleura doucement. Tout le public se tut.
Certaines personnes pleuraient ouvertement. Même le père baissa les yeux pendant une seconde. Carlos s'avança, lui prit doucement les mains et dit « Je suis entré à la morgue en pensant qu'il n'y aurait qu'une autre vie qui avait pris fin et j'en suis sorti avec ma vie qui commençait. » Il sourit à travers ses larmes. « Merci de m'avoir choisi et merci Ernesto de m'avoir donné ta fille. » Julieta essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Elle ne pouvait que hocher la tête, tandis que des larmes chaudes coulaient doucement mais sans discontinuer. Le père, ému, déglutit péniblement. « Vous pouvez échanger vos alliances, » dit-il, presque dans un murmure. Et là, dans ce moment simple, sans luxe, sans public célèbre, avec rien d'autre que l'amour, le véritable secret des millionnaires apparut enfin. Ce n'était pas le collier, ce n'était pas la photo, ce n'était pas la recherche, ni l'argent qui n'avait jamais existé. C'était l'amour qui naît lorsque deux douleurs se rencontrent et décident de se guérir mutuellement. Lorsque Carlos passa la bague au doigt de Julieta, il lui murmura à l'oreille « Maintenant, je ne suis plus seul. » Elle sourit, le visage baigné de larmes. « Moi non plus, Carlos, moi non plus. » Et lorsqu'ils s'embrassèrent, ce n'était pas seulement le baiser d'un couple, c'était le baiser de 3 vies, la sienne, celle de Julieta et celle du vieux Ernesto, qui, bien qu'il ne fût pas là, était présent dans tout, car c'était lui qui avait tracé le chemin, c'était lui qui avait laissé l'amour, c'était lui qui avait laissé le miracle. Et ainsi, le pauvre Ernesto laissa derrière lui la plus grande fortune qu'un homme puisse donner.